Alors, en fait, moi, je suis ni économiste, ni spécialiste des retraites. Et donc, quand Nicolas m'a proposé de venir, et Isabelle également, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant. Et je vous racontais un peu mon parcours très rapidement. Mais pour arriver, en fait, à nous demander, mais pourquoi, en fait, Google a 95% de part de marché en Europe? Pourquoi Facebook a 3 milliards d'utilisateurs? Pourquoi, tête de croissance plus, on veut changer de messagerie instantanée WhatsApp à une limite de nombre, on passe à Signal, qui est une autre messagerie américaine, etc. Alors, deux mots sur mon parcours. Donc moi, j'ai commencé dans la Silicon Valley il y a quelques années. À un moment donné, on se disait, tiens, c'est pas mal de connecter une imprimante entre plusieurs personnes. Et puis, c'est pas mal d'être pas lié, de pas être lié par un câble à IBM ou Digital ou HP. Donc, c'est les débuts, en fait, de l'Internet, ce qu'on appelait le LAN, Local Area Network. Puis après, il y a des gens qui ont dit, bah, tiens, on va interconnecter les réseaux. Et puis ensuite, on a dit, en 95, faisons une petite fenêtre vers tout ce monde interconnecté. Et ça a été Internet. D'accord? Et tout ça, ça s'est fait par effectivement des investissements en fonds propres et toute une mécanique sur laquelle je vais revenir parce qu'elle est vraiment intéressante. Et on en est encore très loin en Europe et en France. Donc ensuite, j'étais très engagé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, qui est un sujet qui m'a toujours passionné. Et puis j'ai fini sur ce CDD très court terme, puisque effectivement, Croissance Plus, j'ai été élu en juin 2019 et je termine en juin 2022. Et ça a été passionnant. Et en fait, au début, je me suis dit, mais je me rappelle la première rencontre que j'ai eue, c'était avec Augustin de Romanet, qui est patron de Paris Europlace. Et puis on a cet échange sur la croissance, croissance plus. Bon, on parle de croissance, d'hypercroissance, comment est-ce qu'on peut faire pour croître? Et je lui dis, mais en fait, moi, mon analyse, c'est qu'il manque d'une bourse extrêmement puissante en Europe. Et alors, il me dit, vous avez tout à fait raison, vous êtes entrepreneur, faites une bourse, faites un Nasdaq européen. C'était le samedi matin parce que c'est son activité pro bono. Et puis le dimanche après-midi, il m'appelle, je me rappelle, j'étais dans ma cuisine. Il me dit, Thibaut, j'ai vu Stéphane Boujna, patron de Euronext, dans un cocktail. En fait, il est intéressé par le sujet parce que la veille, il m'avait dit, en fait, Euronext fait plutôt partie du problème que de la solution. D'accord? Bon. Et puis là, il me dit, allez-y. Et là, on monte en fait un groupe de travail. Alors, personne ne comprenait, surtout chez Croissance Plus, pourquoi on montait un groupe de travail sur la bourse. Donc, dans le groupe de travail, il y avait Stéphane Boujna, donc patron d'Euronext, un certain Blanquet, numéro 2 d'Amundi, des gens que je ne connaissais pas avant, Didier Raspillet, homme brillant à la direction du Trésor, etc., etc. Et puis, on fait un travail de fond pour arriver à 12 propositions. Alors on fusionne après avec Paris Europlace, parce que c'est un peu une initiative, je dirais, à part. Et puis après on s'est dit, bon, comme on est sur les mêmes sujets, on va se regrouper. Et puis on a fait 12 propositions sur la bourse. Comment est-ce qu'on peut revitaliser la bourse en Europe pour les small cap, mid cap, pour la tech, mais aussi pour l'impact, pour l'environnement. On en parlait avec Isabelle Roch avant, et enfin, cette économie de demain, c'est une économie qui va tourner autour de l'impact, de l'environnement, avec des tas d'opportunités intéressantes. Et alors pourquoi est-ce qu'en fait on a fait ça? C'est que l'analyse, quand on parle de souveraineté et qu'on a un candidat ou une candidate à la présidentielle qui dit ok, pour la souveraineté, on va faire un comité Théodule pour voir si on va pas limiter des investissements étrangers en France. En fait, la réalité, c'est que la souveraineté, elle vient de la force des sociétés. Et les États-Unis ont acquis cette souveraineté par justement tout cet écosystème. Alors cet écosystème, c'est quoi? Alors pourquoi les Américains sont si forts? Il y a trois raisons. La première, tout le monde la connaît, c'est la taille du territoire américain. Quand on a 350 millions d'habitants dans un marché homogène, on crée une boîte, quelle qu'elle soit, mais moi mon domaine c'est la tech et l'infrastructure de réseau ou la cybersécurité, eh bien le marché adressable est plus important. Et donc quand on a une R&D qui est un pourcentage de son chiffre d'affaires, eh on a plus à investir et puis finalement on gagne plus vite des parts de marché et du terrain. Ça c'est la première raison, tout le monde la connaît. Donc là on n'a pas fait avancer tellement le sujet. La deuxième raison que personne ne connaît, c'est que la dépense publique américaine est très stratégiquement ciblée dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que quand vous avez une société qui commence à bien marcher, ce qui était le cas à mon époque de Cisco, ben on met un commercial dit fédéral et qui va prendre des gros contrats. Et puis tout d'un coup, on voit un contrat du Department of Defense de 10 millions de dollars qui arrive. Ben, quand on est une toute petite boîte qui était Cisco à l'époque en 87 avec 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, quand on prend 10 millions de dollars de contrat, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appellerais moi de l'actionnariat non dilutif.
Et ça vous aide beaucoup. Et là, on est très en retard en Europe. Hier, on était avec Michel Paulin, qu'on recevait, numéro 2 d'OVH. Il avait exactement la même analyse. En fait, on a très très peu au niveau européen ou au niveau français ce genre de grands contrats qui permettent aux boîtes américaines de se développer de manière significative. Quand je parle de ce sujet-là, d'ailleurs, je dis souvent comme une boutade, mais ça ne l'est pas vraiment, SpaceX est un projet public mené par un entrepreneur. D'accord ? Ou dans mon domaine, la cybersécurité, plus récemment que les années que j'évoquais maintenant qui sont un peu anciennes, Palo Alto Network, petite société qui se crée en 2005 qui fait des firewalls, vous savez, ces machines qui protègent en fait les réseaux. Bon, première introduction en bourse, 250 millions de dollars. Et ça y est, c'est parti. D'accord ? Et plus récemment, un exemple que je cite beaucoup parce que je le trouve très très intéressant, deux centraliens qui s'installent à New York en 2010, qui créent une petite boîte qui s'appelle Datadog. Datadog qui fait de la supervision d'infrastructures réseau et informatique et cloud. Eh bien, ils se cotent au Nasdaq en 2019 à 10 milliards de valorisation. Quand vous introduisez à 10 milliards de valorisation, eh bien, vous levez 1 milliard pour 10% de dilution de votre capital, vous raflez la mise du marché mondial et vous acquérez des sociétés. Vous devenez le consolidateur en fait, du secteur. Et donc, très rapidement, vous avez ces grands leaders qui se sont créés, des Google qui n'existaient pas en 99 ou des Facebook qui n'existaient pas en 2003-2004. Et ça va très très vite. Donc, un, la taille du territoire américain. Deux, la dépense publique américaine fléchée dans la Silicon Valley. D'ailleurs, après, il y a des questions géopolitiques. C'est-à-dire que quand vous avez la guerre en Irak, ça profite à l'écosystème de la Silicon Valley. D'accord ? Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec un économiste, même si je ne le suis pas, j'ai une petite affinité pour le sujet, qui s'appelle Christian Saint-Étienne, et qui en fait faisait une corrélation directe entre la dépense militaire et l'innovation. C'est-à-dire que les plus grosses dépenses militaires dans le monde, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie, on le voit malheureusement que trop bien aujourd'hui, et Israël. Et ce sont, en fait, l'innovation est directement corrélée à ces chiffres-là qui sont très impressionnants, puisque Chine plus États-Unis, c'est 60% de la dépense militaire dans le monde. Et donc Datadog introduit donc deux jeunes centraliens qui créent la boîte en 2010, introduction en 2019, 2022, ils sont à 60 milliards de market cap. Si demain vous avez besoin d'investir massivement le marché asiatique ou de faire un programme de R&D, vous mettez 1% de votre, ou 10% et vous avez 6 milliards d'argent qui rentre pour ces investissements. Donc ça, c'était un peu la première partie de mon mandat, et je surveille le temps comme j'avais promis, si j'arrive à le lire. Et ça, c'était en fait la première partie. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout sur le sujet des retraites, que je connaissais assez peu, puis je me suis dit, je m'en occuperai le plus tard possible. Ceci, maintenant, ça commence à s'approcher. Et c'est là où, en fait, on rencontre donc Nicolas Marquez et Cécile Philippe. Et il y a un peu, alors l'expression américaine, c'est un meeting of the minds, on s'est tout de suite trouvé sur des sujets. Et je vais quand même parler un tout petit peu avant de Croissance Plus, pourquoi en fait on est sur ces sujets. Croissance Plus, on a été créé par Denis Père il y a 25 ans, comme en fait une association d'entrepreneurs qui voulait faire bouger l'écosystème français, qui était un petit peu compliqué justement pour les entrepreneurs, et notamment Denis Père avait été bouté hors de France parce qu'il devait payer, je dirais, une fiscalité sur des options de business object qu'il avait créées et qu'il n'avait pas encore réalisées. Donc c'était un peu compliqué, et c'est comme ça en fait que grâce à Denis Père et un ministre très célèbre depuis, Dominique Strauss-Kahn, on a eu le système des BSPCE, bons de souscription de part de créateurs d'entreprise, qui ont permis en fait de sauver ce système-là, puisqu'en fait dans la Silicon Valley, les options c'est quand même un moteur d'innovation très important. C'est-à-dire que vous rentrez dans une boîte, vous avez des options de manière à peu près systématique, et puis vous êtes dans l'aventure, et si ça marche, ça profite à tout le monde. Donc en fait, Croissance Plus a cette vocation d'abord à animer une communauté d'entrepreneurs, 450 entrepreneurs, et à faire des propositions auprès des pouvoirs publics. Et donc on a les yeux rivés sur les sujets, même si ça paraît curieux pour des entrepreneurs, quelquefois on nous dit mais pourquoi, sur les dépenses publiques. C'est-à-dire que quand on est à 64% de dépenses publiques en 2020, c'est la charge qui pèse sur les entreprises, Nicolas l'a dit tout à l'heure. 61% en 2021, on vise 56 ou 57% en 2022.
Voilà, donc tout ça, ça pèse sur l'entreprise. Et donc, Croissance Plus a des propositions, je dirais un peu, on a des choses très terrain, puis des choses un peu plus macro, où on dit, voilà, il faut quand même surveiller la dépense publique, c'est la voie des entrepreneurs de terrain, il faut baisser les impôts de production, qui sont un impôt totalement stérile, contre-productif, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il faut inciter à l'actionnariat salarié, c'est-à-dire que fait, nous, on fait partie de cette génération d'entrepreneurs qui veulent avoir beaucoup plus de partage de valeur, donc on a fait des propositions dans ce sens-là, et donc on est sur ces sujets-là. Et puis en fait, après cette première phase, donc, qui était la première partie de mon mandat où j'étais un peu sur la bourse et tout le monde ne comprenait pas. Alors, j'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que la bourse en tant que telle, dans Croissance Plus, il y a plein de PME qui ne vont pas aller en bourse. Mais c'est le catalyseur qui tire toute la chaîne de financement. D'accord. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur l'exemple Datadog avec la valorisation, les acquisitions, etc., qui font tourner le capital. C'est un sujet de rotation du capital. Et puis, en fait, quand on a rencontré Molinari, on s'est dit, mais finalement, on n'est pas des spécialistes des retraites, mais on a quelque chose à dire sur le sujet, parce que finalement, on veut lier innovation, souveraineté, dépenses publiques. Et effectivement, quand les retraites pèsent 15 points de PIB, 5 points il y a 50 ou 60 ans, finalement, c'est un poids terrible pour les entreprises. Et donc, si on arrive à mettre en place ce système extrêmement vertueux que vous avez mis en place, moi j'étais ravi d'intervenir ce soir, je crois que le fonds c'est 8 milliards sous gestion, les RAF c'est 38 milliards, c'est ça en fait qui peut créer les champions de demain. D'accord. Donc, nous ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, et c'est comme ça qu'on a fait ce rapport, on veut proposer des choses sur les retraites et qu'on a vu donc à peu près tous les candidats présidentiels qu'on a reçus d'ailleurs le 15 février. On a dit on ne va pas vous parler de retraite d'un point de vue technique parce que ce n'est pas notre sujet. Par contre, on veut vous parler de retraite sur le sujet compétitivité, comment la capitalisation fait baisser en fait la dépense publique, sur les sujets renforcement des fonds propres, et donc innovation, et donc souveraineté. Vous voyez cette logique ? Et finalement, c'est une logique, je me suis rendu compte en parlant depuis 3 ans à beaucoup d'hommes politiques ou même des gens très très spécialisés, c'est une logique système. Moi, je me rappelle très bien cette discussion avec le président de Rexecode qui s'appelle Michel Didier, un jeune polytechnicien de 80 ans qui va tous les jours au bureau et qui est passionné par ce qu'il fait, et qui me dit, vous avez raison Thibault, c'est une question de système. Et vous voyez comme on arrive à partir de finalement pourquoi Google a 95% de part de marché en Europe, on peut arriver effectivement à des sujets retraite, dépenses publiques, compétitivité, etc. Et c'est ça qu'on veut pousser. Et donc ce que vous faites, quelque part, si ça pouvait effectivement être étendu, et c'est la proposition qu'on a faite à tout le pays, ce serait génial, et puis plus largement au niveau européen. Puisqu'en fait, finalement, ce sont les fonds de pension américains qui créent cette domination et qui font qu'aujourd'hui, on est un peu devenu une colonie numérique. Alors hier, on recevait Michel Paulin, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui partageait exactement le même diagnostic. Donc l'enjeu, c'est un enjeu stratégique. C'est pour ça qu'on a essayé de parler à la Commission européenne. Alors, on n'a pas vu Thierry Breton, mais ce serait la personne idéale. C'est pas... parce que quand moi j'entends des gens très brillants me dire mais il faut investir, il faut investir. Oui, mais ce que vous voyez en fait aujourd'hui avec beaucoup d'investissements en private equity, les fameuses licornes, etc., ça c'est l'entrée. Donc le tuyau, il a une entrée. Mais il faut qu'il y ait une sortie. Et on n'a pas la sortie. C'est-à-dire que stratégiquement, ni la France, ni l'Europe n'a ce catalyseur, en fait, cette rotation du capital avec la bourse, comme j'expliquais. Donc une belle société qui s'appelle Back Market ou qui s'appelle XY, quand elle sortira, eh ben, j'espère qu'elle ira en bourse, mais ce ne sera pas majoritaire. Elle ira peut-être au Nasdaq ou elle se fera racheter par des gros concurrents américains. Vous voyez, donc l'enjeu, ce que vous faites est extraordinaire parce que c'est un modèle pour le pays, ce serait un modèle pour l'Europe et franchement, alors Croissance Plus, on est une petite organisation patronale par rapport au MEDEF, mais on se veut être un petit peu l'aiguillon en fait du débat public. Si on peut faire avancer ce sujet et le faire avancer de quelques années, parce qu'on aura pris la parole avec Nicolas, Cécile et d'autres, et pourquoi pas vous-même, on sera ravis d'avoir un peu contribué au débat public. J'aimerais juste terminer par 2 mots, et j'avais dit que je le ferais, sur l'impact, parce que là on a un peu parlé du passé et qu'est-ce qui se passe, c'est que Nasdaq a été créé en 71. Si à partir de maintenant, dans les 50 prochaines années, on a un peu le même genre de système sur des projets d'environnement, de développement durable, d'impact social, parce que la raison d'être de Croissance Plus, c'est ça, c'est l'entrepreneur au cœur de la société, comment on peut aider sur des sujets d'environnement, d'emploi, etc. Eh bien, on peut le faire grâce à ce système que j'ai décrit, qui est vertueux et qui aujourd'hui est déséquilibré en France et en Europe.